Je vais dire un grand merci à ma collègue Dr Mensah, qui a effectivement, assez bref, pas très, mais assez bref. Je m'attendais à ce que ce soit nom et prénom, numéro matricule, etc., etc., mais elle a fait plus que cela. Je regarde dans cette salle et je vois que le nombre a sensiblement augmenté depuis que nous sommes ici ensemble au début de la semaine. Je veux donc dire merci à vous tous qui vous êtes joints à nous pour le temps qui est là pour ce qui est appelé une conférence publique. Et puisque c'est une conférence publique, on va dire certaines choses, peut-être qui seront des répétitions pour ceux qui étaient avec nous. Et j'espère que ce ne sera pas trop répétitif. Pour les autres, nous voulons que vous ayez un peu de patience avec ce que nous allons dire et que je vous prie qu'en écoutant, vous fassiez ceci. C'est comme lorsque vous mangez surtout le poisson avec des arêtes. Si vous avalez les arêtes en même temps que si vous mangez trop rapidement et que vous avalez les arêtes, vous aurez beaucoup de problèmes. C'est pas vrai? Donc je vous prie, ça c'est du poisson que vous allez manger. Il y aura des arêtes. Donc faites tout pour ne pas avaler les arêtes. Laissez les arêtes de côté et puis faites partir l'aspect qui sera nutritif pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps et pour l'avenir. Le sujet qui est devant nous est un sujet très important, mais difficile. Il s'agit de penser et de réfléchir ensemble à la mission pour une Afrique que moi j'appelle une Afrique radieuse, une Afrique d'un avenir prometteur, d'un avenir radieux. Il s'agit de le faire en défiant certains, le docteur Femi Adelia a parlé des stéréotypes, en défiant certains stéréotypes, défiant les cultures, pour que nous puissions changer les nations qui sont les nôtres en vue du bien commun. C'est une petite explication du sujet, mais vous voyez bien que c'est le sujet. Et c'est ainsi que je vais commencer. En 1982, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire conférence épiscopale, c'est-à-dire catholique, a adressé une lettre pastorale sur l'éducation, publiée le 2 décembre 1982. Je cite à la page 5 les phrases suivantes. Et en écoutant les phrases, je vous prie de penser à des équivalents de lettres pastorales, des conférences épiscopales des divers pays que vous représentez, que ce soit d'Afrique dite francophone ou d'Afrique dite anglophone. Je cite, page 5. À bien y regarder, aux yeux de nombre d'Ivoiriens, l'honnêteté, l'intégrité et la justice semblent des valeurs d'un autre âge. La recherche excessive du confort
et la course effrénée à l'argent autorise tout. Du coup, s'en trouve émoussé le sens et le respect du bien commun. J'espère que vous voyez le lien entre cette citation et la préoccupation d'aujourd'hui. Le sens et le respect du bien commun et du trésor public. Ceux qui sont au service de la chose publique ou d'institutions privées finissent par s'en croire les propriétaires et non plus des gestionnaires au service de la communauté. Nous sommes en 1982. Vous pouvez compter comme moi. Moi, je suis pas, mon arithmétique est très faible, mais ça fait quand même quelques années, depuis 1982. Les choses se sont-elles améliorées? Nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire, hein. C'est aussi les autres pays. Et une des questions que je vais vous poser, combien de lettres pastorales provenant des évangéliques avez-vous lu sur un sujet pareil? Voilà, ça c'est là où on va commencer. Il y a d'autres petites choses qui sont des arêtes. Je vous ai averti, je commence par les arêtes. Ça, ce ne sont pas des arêtes. L'autre arête, c'est quelque chose qui est apparu dans le journal français L'Express du 8 septembre 1994. Et c'est à la page 18, et c'est dans la section balise. C'est une référence à l'Afrique. Vous allez trouver ici des échos de ce que Femi Adeleya a dit cet après-midi. Réfugiés, terroristes, militaires arrogants, politiciens corrompus, riches en ressources, mais éprouvés dans son histoire par la traite et le colonialisme, l'Afrique n'en finit pas de rater son entrée dans le monde moderne. Un drame planétaire. C'est ainsi finit cette citation. Un drame planétaire. Ça, c'est dans la même revue où il est question de l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Même chose. En 1994, en ce même mois de septembre, Ali Mazrui, politologue kenyan, qui est décédé en 2014, a écrit une page et demie de réflexion intitulée « Peut-on éviter la recolonisation ?» C'est-à-dire la recolonisation, c'est-à-dire notre recolonisation. Peut-on l'éviter? Bon, alors, il ne répond pas vraiment oui, il ne répond pas non non plus, mais il dit pour que les choses n'arrivent pas à une recolonisation, il faut que les Africains aient une maîtrise de soi et une discipline. Maîtrise de soi et une discipline, ingrédients dont l'Afrique fait rarement preuve avant la colonisation. C'est-à-dire que laissés à nous-mêmes, nous sommes incapables d'être disciplinés, nous sommes incapables de
de nous maîtriser nous-mêmes. Et ça, c'est quelqu'un, un fils de ce continent, né et enterré à Mombasa, au Kenya. Je cite ça parce que ce n'est pas seulement les regards des autres sur nous, c'est aussi même des éminents, il était éminent politologue. Il a été classé parmi les 100 politologues les plus influents du XXe siècle. Et c'est ces regards. Comme on n'empêche pas les gens d'être enterrés où ils veulent être enterrés, sinon, ils n'auraient pas dû être enterrés à Mombasa. Mais c'est... parce que ce n'est pas encore recolonisé. Enfin, continuons. Tel est le problème auquel nous sommes confrontés, chers frères, chères sœurs, chers collègues dans ce parcours. Comment aller vers un avenir radieux en ce continent? Comment vraiment aller? Et il y en a qui proposent d'y aller par déclaration interposée. Comme si on fait des déclarations, ça va résoudre nos problèmes. Et presto, tout va changer. À ce nombre, je mets l'Union africaine. L'Union africaine que moi je comprends de moins en moins. Parce que voici, De Gaulle dirait, un machin qui ne peut même pas s'autofinancer depuis sa création en 1963. Et sans honte, il fait financer son siège par... Quelle honte! Mais malgré ça, en 2015, cette Union africaine a publié, comme vous savez, l'agenda 2063. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Eh, dites-moi quelque chose. L'avez-vous vu? L'avez-vous lu? L'agenda 2063. Ah! Je l'ai lu et relu. Et je vais vous dire plus après. L'agenda 2063 est intitulé « L'Afrique que nous voulons ». L'Afrique que nous voulons. L'édition finale date d'avril 2015 et c'est de la version dite populaire. Il y a 7 aspirations relatives à l'avenir que nous voulons pour l'Afrique. Pardon-moi, je vais mettre les lunettes du blanc. Enfin, les lunettes. Les lunettes. Donc, voici l'Afrique que nous voulons. 7 points. Écoutez les 7 points. Ce sont les déclarations de l'Union africaine pour 2063. Une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Point numéro 1. Deuxièmement, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. 3. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, justice et état des droits sont à l'ordre du jour. Vous pouvez voir ça, c'est disponible sur le net, il ne faut pas écrire, écoutez simplement. Et pensez, chimère, chimère, chimère. Quatre, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Où est-ce que ces gens se trouvent?
Dans quelle Afrique ont-ils osé écrire ça? En 2015? Même en 2063? S'il n'y a pas des étapes particulières, précises, s'il n'y a pas d'action concrète, même jusqu'en 2100, ça ne va pas arriver. Mais c'est ce qu'ils veulent, c'est cette Afrique qu'ils veulent. Ils disent, c'est l'Afrique que nous voulons. Et 5. Une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthique partagées. 6. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations qui s'appuient sur le potentiel de ces populations, notamment des jeunes, des femmes qui se soucient du bien-être de ces enfants. Et finalement, une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influente sur la scène mondiale. J'ai achevé par ça, en raison de ce que j'ai lu dans les balises de 1994 dans le magazine L'Express. Parce que j'ai pu vous affirmer que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé leur avis, en tout cas beaucoup de gens de l'extérieur, qui ont changé leur avis sur ce continent qu'ils appellent un continent. Quel est le mot employé? Non, non, pas sombre. Non, non, dans l'Express de 1994. Le continent, c'est un drame planétaire. Je ne veux pas que vous oubliez ça. Un drame planétaire. Ils n'ont pas encore changé leur avis. Pour beaucoup de personnes, nous sommes encore en ce continent un drame planétaire, puisque notre marginalisation n'a pas changé beaucoup en 25 ans. Donc vous voyez pourquoi il est important qu'une organisation comme celle qui nous a réunis ici nous fasse réfléchir ensemble sur une autre manière de penser à l'Afrique et d'être des gens qui soient enracinés dans la réalité afin de voir comment nous, surtout nous en tant que chrétiens, nous pouvons faire une contribution différente. Voilà ce que je vais faire. Dans un premier temps, je dirais simplement que je les mets comme des impératifs. Le premier impératif, je nous adresse à nous. Je ne vous adresse pas, je nous adresse. Défions la culture actuelle qui gangrène nos nations. C'est la première chose à laquelle je vous convie à réfléchir brièvement. Osons défions la culture actuelle qui gangrène nos nations. Deuxièmement, osons faire de l'Évangile une vérité publique. Osons faire de l'Évangile une vérité publique. J'ai presque dit, au lieu d'une consommation pour notre enrichissement personnel. Mais ça, je me dévance. Osons faire de l'Évangile une vérité publique. Troisièmement, contribuons à la justice en défendant la cause de tous. Ce sont les 3 points. Et je peux en parler pendant 2 heures, mais le temps arrivera où je dois m'arrêter et il y a des gens à gauche, à droite, qui vont venir me dire de m'arrêter si je ne m'arrête pas au temps imparti. Donc, vous êtes prêts? On va continuer. Ou bien, si vous avez des questions, vous les préparez pour la fin. D'abord,
je vous propose que nous acceptions de défier la culture actuelle qui gangrène nos nations. Qu'est-ce que je dis par là? Nos nations souffrent d'une gangrène à l'intérieur même de l'appareil national et étatique. Je ne parle pas des personnes qui sont dedans. Je parle enfin, le sang. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une gangrène. Qu'est-ce que je dis par une gangrène? La gangrène commence par le fait qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la nature de la nation. Qu'est-ce que c'est que vraiment une nation? Moi, je résume ceci pour moi-même. En Afrique, il y a plus le pouvoir d'État que la vie d'une nation. Le pouvoir d'État est plus facile à gérer que la contribution à faire en sorte qu'il y ait une nation. Peut-être que la manière dont, la plus simple par laquelle je peux vous aider, c'est de vous citer quelques phrases d'une conférence publique faite par Ernest Renan. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. R-E-N-A-N, Ernest Renan, dont les dates sont 1823-1892. Cette conférence publique vaut la peine d'être lue. Elle est simplement intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ?» Elle est disponible même sur l'Internet. Et c'est une conférence qu'il a faite le 11 mars 1882 à la Sorbonne. C'est une des conférences les plus citées en ce qui concerne l'idée de nation. Ça vaut la peine d'être lu. Seulement quelques phrases de qu'est-ce qu'une nation. Et le texte de cette conférence est souvent annoté et tout ça là, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il lui a dit. Voilà, écoutez ici, ça c'est la page 50, 50 et 51, voici les phrases. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis, c'est-à-dire sans division. Vous ne trouvez pas que c'est bien dit? Quelle est la dernière fois que nos dirigeants nous ont dit que ça c'est une nation? Nous ont expliqué que notre nation c'est ça. Continuons. Page 51. Une nation est donc une grande solidarité. Je souligne, solidarité. Une grande solidarité. Constituée par les sentiments de sacrifice qu'on a fait et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Dans ce temps où nous sommes, la plupart des pays africains, c'est le sauve qui peut. On va faire quel sacrifice? Pourquoi? Qui est bête? Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, dit-il. Elles ont commencé, elles finiront. C'est pourquoi il faut les faire vivre. Elles finiront si on ne prend pas garde. Or, ça c'est mon commentaire, à l'heure où nous sommes, depuis quelque temps,
les nations que nous avons en ce continent sont vraiment souffrent d'implosion, comme on dit, et peuvent être remplacés, certains le sont déjà, par toutes sortes de pirates. Certains sont au pouvoir, certains sont dans la brousse, certains dans le désert, mais pirates quand même. Ceux au pouvoir font fonctionner l'appareil d'État à leur profit personnel. Ces pirates-là, ceux qui pensent qu'ils sont laissés pour compte, font ce qu'ils peuvent faire pour survivre, selon eux. Mais personne ne s'occupe de raviver cet aspect que nous avons à vivre en commun. Nous avons un héritage à protéger ensemble pour les générations à venir. Une nation n'est pas d'abord faite de quelque chose à l'intérieur des frontières. C'est l'héritage qu'on a en commun et qu'on cherche à protéger. Le problème, c'est que les nations que nous avons aujourd'hui, à l'intérieur des frontières héritées de la colonisation, souffrent de beaucoup de problèmes. Bakary Traoré, dans une communication qu'il a faite en 1981 à propos de la genèse de la nation et de l'État en Afrique noire, lors d'un colloque sur la problématique de l'État en Afrique noire à Dakar du 30 novembre au 6 décembre 1981, a dit ceci, et je ne vais pas lire tous les détails, mais il dit, de toute façon, la colonisation n'avait pas pour but de créer des nations. Ce n'était pas son but. Donc, la colonie n'est pas un État, dit-il, ce qui est vrai. Le fait colonial n'a pas édifié des États en Afrique. Sa fonction manifeste était d'assujettir. Donc, lorsque ces nations sont nées, selon les paroles d'Achille Mbembe, lorsque ces nations sont nées, ce qu'elles ont hérité le plus clairement, c'est la pratique de la violence. La pratique de la violence. Pratique sur laquelle reposait le fait colonial. Ça, c'est à méditer. Et c'est pourquoi osons. Et cette pratique de la violence, c'est ça qui gangrène nos nations de l'intérieur. C'est la force brute. Nous l'expérimentons tous les jours. Surtout que dans nos pays francophones, dans les pays anglophones, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas les gendarmes. Nous avons combien de sortes de forces dans nos pays francophones? Hein? Il y a les policiers, il y a l'armée, et si vous êtes béni d'une côte, vous avez l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air, vous avez la police, vous avez le CRS, vous avez, c'est pas ça? Hein? Il y a les gendarmes. On ne sait pas ce que ça veut, mais c'est les gendarmes. Chacun a un petit pan de force. Il va vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas, il vous rançonne. Mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Mais dites-moi. Ils ont hérité. Ce réflexe qui est hérité, on le continue. Comment ces gens pensent à nous autres? Est-ce qu'ils pensent à nous comme citoyens? Comme eux? Donc, c'est ce que j'appelle une gangrène. Donc, osons dire non à cette gangrène-là. Parce que si on ne dit pas non à ça, ce sera difficile que nous puissions continuer positivement. Ça, c'est la première chose. Parce que cette approche
En ce qui concerne les nations que nous avons ici, nous pouvons dire non en tant que chrétiens. Et je crois que ce que moi je cite de temps en temps aux étudiants ici, et c'est là que je vais simplement m'arrêter avant d'aller un peu plus positivement, parce qu'il faut aller positivement. Pour les nations que nous avons ici, il y a un mot de quelqu'un qui a enseigné ici lorsque c'était à l'ICAO, du nom de Sidibé Semporé, il est burkinabé, qu'il a écrit en 1977. Nous, Africains, dit-il, nous héritons d'une église missionnaire bâtie à la hâte pour nous et sans nous. Une église missionnaire bâtie à la hâte pour nous et sans nous. Ce que je viens de vous dire, à propos des nations, se résume en ça. Nos nations ont été bâties à la hâte pour nous, mais en fait, sans nous. La seule chose qui était, puisque ce n'était pas pour notre bien, c'était pour nous commander. Et nos États ont hérité le commandement. Ils n'ont pas commencé à penser que ça veut dire, ces gens-là, ce sont les nôtres, ce sont les miens. Il faut que je les gère comme ma famille. Est-ce qu'il y a une différence entre gérer sa famille et commander? Et parlez, sinon vous allez vous endormir. Est-ce qu'il y a une différence entre gérer sa famille, je dis gérer bien, et commander? Il faudrait qu'il y ait une différence. Si vous commandez votre famille sans la gérer normalement, vous aurez les conséquences néfastes, je crois. Bon, enfin, continuons. Maintenant, nous arrivons à quelque chose d'un peu plus positif. Il fallait un diagnostic. Il dit qu'il y a une gangrène. Comment est-ce qu'on va essayer de guérir? Le remède que je propose, et je ne suis pas le premier à le proposer, c'est oser faire de l'évangile une vérité publique. Une vérité publique. Oser faire de l'évangile une vérité publique. Il y a un livre que moi je cite souvent et qui malheureusement il n'est pas encore traduit en français. Il est très petit, il n'a que 90 pages. C'est le livre publié en 1991 du Britannique Leslie Newbigin. C'est N-E-W-B-I-G-I-N, Newbigin. Et c'est intitulé Truth to Tell, The Gospel as Public Truth. La vérité à dire, l'évangile comme vérité publique. The Gospel as Public Truth. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'évangile devienne vérité publique? Dans ce livre, à la page 35, Leslie Newbigin dit ceci, et je vais le dire en anglais, puis essayer une traduction dans la langue de Molière. The missionary action of the church is the exegesis of the gospel. Que je traduis. L'action missionnaire de l'Église est l'exégèse de l'Évangile. L'action missionnaire de l'Église est l'exégèse de l'Évangile. Je sais qu'on est dans une université chrétienne avant ça à Fatiac. Donc vous allez dire, ah, maintenant là, il parle exégèse, qu'est-ce que j'aise encore? C'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire exégèse? C'est explication. Donc, traduisons en français plus normal, l'action missionnaire de l'Église constitue l'explication de l'Évangile.
En clair, lorsque l'Église a une mission, ce qu'elle fait en mission, c'est cette action-là qui explique l'Évangile. Ce n'est pas ce que l'Église dit. Ce n'est pas les longues prédications au coin de rue ou ailleurs, mais c'est ce que l'Église fait au quotidien. C'est ça qui explique l'Évangile. Voulez-vous que les gens pensent qu'il y a une force dans l'Évangile? Ils veulent regarder comment vous vivez dans votre Église. C'est ça qui explique l'Évangile, dit-il. Et il dit que, à la page 85, l'unité de base pour la nouvelle société, c'est l'Église locale. Il ne faut pas chercher loin. Ce n'est pas les associations, c'est l'Église locale. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il y ait une nouvelle société, faites en sorte que votre Église locale fonctionne comme un endroit où il y a une manière différente de vivre. Et il renchérit à la page 85. La contribution la plus importante que l'Église peut faire en ce qui concerne un nouvel ordre social, c'est que l'Église elle-même doit être un nouvel ordre social. Si l'Église elle-même n'est pas un nouvel ordre social, comment voulez-vous qu'elle puisse convaincre les autres qu'il y a un nouvel ordre social? Disons, parlons clairement. On parle de corruption. Est-ce qu'il y a la corruption dans l'Église? Hein? Ah, enfin, regardons dans les yeux. Est-ce qu'il y a la corruption dans l'Église? Il y en a. On parle de dérapage moral. C'est pas ça? Hein? Est-ce qu'il y a dérapage moral dans l'Église? On tolère ça, semble-t-il. Par exemple, on couvre. Il n'est pas, le pasteur ne fait pas adultère. Et la femme du ministère. Comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux s'il n'y a pas un nouvel ordre social dans nos églises? C'est aussi simple que ça. Mais c'est très compliqué, bien sûr. C'est très compliqué, bien sûr. Donc, osons faire de l'Évangile une vérité publique. À commencer par le public de nos églises, chez nous. Et si les gens voient ça, peut-être qu'il y aurait une autre manière de voir les choses. Je pense que l'une des difficultés, et selon les mêmes Lessons in the Beginning, c'est ça se complique par la question de droit. Lessons in the Beginning dit ceci. Les sociétés modernes ont quelque chose de très bizarre qui est arrivé à cause de ce qu'il appelle le siècle des Lumières, parce que le mot droit nous vient de ce siècle des Lumières. Et chacun veut protéger ses droits. Personne ne pense à ses devoirs, à ses obligations. Nous sommes dans... Enfin, pour les anglophones, vous allez nous excuser, je parle aux gens des pays francophones. Vous savez pourquoi il est difficile de renvoyer quelqu'un qui travaille pour vous dans les pays francophones? Et pourquoi, par exemple, il est difficile aussi d'embaucher les gens? Hein? Même ceux qui ne parlent pas français. Au Burkina, là, à Côte d'Ivoire, peut-être on ne fait pas ça. Au Burkina, je connais beaucoup de gens, je connais des centaines de personnes qui n'ont jamais appris un seul mot de français, mais ils connaissent le mot droit.
Amaka droit fait. Nous voulons nos droits. Hein? C'est pas ça? Alors, droit. Avant qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait un consensus de société. Qu'il y ait une marche commune, un consensus, quelque chose sur lequel on est d'accord. On ne peut pas gérer les droits si on ne parle pas de quelque chose sur lequel on est d'accord. Si on parle seulement de droits, on ne pourra rien gérer. Or, les grèves répétées dans nos États, surtout francophones, c'est parce que ceux qui gèrent l'État n'ont pas réussi à insuffler cette idée qu'il y a quelque chose de commun que nous devons gérer ensemble. Et puisqu'on n'a pas ça, chacun revendique des droits. Et on a beau vous dire qu'il n'y a pas d'argent, mais de toute façon, vous avez de l'argent, pourquoi pas nous? C'est pas ce que les gens disent. Donc, Lessing Begin dit ceci. Donc, la question du droit devient vraiment un problème. Les deux parties qui s'affrontent en tant qu'individus, chacun ne fait que réclamer ses droits et il n'y a pas de possibilité de résolution avec ça. Je suis presque arrivé à la fin parce qu'il faut que je noue bientôt la gerbe. Il est 6h39 et je dis donc, osons faire de l'Évangile une vérité publique, à commencer par la vie de nos églises locales. Si on commence par là, on peut commencer à préparer un avenir radieux pour nos pays respectifs. En fin de compte, tout cela se résume pour moi à ceci. Osons contribuons à la justice en défendant la cause de tous. Il y a plusieurs années de cela, presque 20 ans en fait, il m'avait été donné de présenter quelque chose aux États-Unis sur la construction des nations en Afrique. Et c'était à l'automne 2000, novembre 2000. Et à cette occasion, j'ai dit ceci, ce que je vais vous répéter. L'essentiel pour qu'il y ait une construction nationale, c'est que les gouvernants donnent la possibilité aux citoyens de contribuer paisiblement au bien commun. C'est le mot que j'avais employé même à l'époque. De contribuer paisiblement au bien commun. Au bien commun de la société et de la nation où ils sont membres. Et cela requiert liberté et justice. Liberté et justice. Bien sûr, il y a aussi travail. Liberté et justice sont la fondation, les piliers fondamentaux pour qu'il y ait construction de la nation. Par exemple, dans le psaume 89, en anglais c'est 14, en français c'est 15, les versets sont différents. Psaume 89, 15 pour vous francophones, si vous êtes anglophone c'est 14. La justice et l'équité sont le fondement, la fondation du trône de Dieu. C'est ce qu'il dit. Si vous pensez au trône de Dieu, ce qui est à la base du trône de Dieu, justice et équité. Amen. Justice et équité à la base du trône de Dieu. Ce n'est pas
dans les armoiries. Ce n'est pas la devise, c'est pas la devise de Dieu. C'est pas la devise de Dieu. Hein. Son trône est fondé dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le trône de Dieu là rayonne de justice et d'équité. Il nous invite, en tant que ceux qui le connaissent, à être des agents de justice et d'équité. Ça, c'est Psaume 89, 15 ou 14 pour les anglophones. Je m'arrête à dessein pour ne pas que vous pensiez, oh non, c'est un verset biblique, un de plus. Non. Ce n'est pas un de plus. C'est fondamental au sens plein du terme. Est-ce que nous, en tant que personnes qui connaissons Dieu en Jésus-Christ, est-ce que nous pensons vraiment qu'il faut justice et équité pour nous? Vous savez, ce qui m'inquiète, c'est que souvent les chrétiens crient justice lorsque c'est leurs droits qui sont lésés. Mais quand c'est les droits des autres, hein, j'ai vu, hein, non. Oh. Après tout, ce sont des... Je ne vais pas dire ça. Mais comment voulez-vous que les autres protègent vos droits si vous, lorsque les droits sont bafoués, vous n'avez rien fait? Si vous ne vous êtes pas comporté comme ceux qui connaissent le Dieu vivant et vrai, le trône duquel est fondé sur la justice et l'équité. À mon avis, c'est ça qui contribuera. Si on veut qu'il y ait justice et équité dans nos nations, ben, il faut que ça commence quelque part. Et moi, je ne demande pas à ceux avec lesquels on a fait l'école là. Je ne sais pas, vous êtes tous chrétiens ici, vous êtes là, vous êtes chrétiens. Vous êtes allé à l'école seulement avec des chrétiens? Hein? Moi, enfin, j'étais dans toutes sortes d'écoles chrétiennes avant d'aller au lycée Ouezan Coulibaly, à Bobo-Dioulasso. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais en minoritaire au lycée Ouezan Coulibaly en tant que chrétien. Et lorsque j'ai enseigné dans un collège aussi, j'étais minoritaire. Et on vous observe tout le temps. Donc vous êtes allé à l'école avec des non-chrétiens. Vous ne devez pas vous attendre à ce que leur comportement soit autre que ce que vous avez vu chez eux lorsque vous étiez sur les bancs d'école avec eux. Je vous parle clairement. Moi, j'ai connu beaucoup de... Enfin, je ne vais rien dire, parce que ces camarades-là, il y en a qui sont morts maintenant, de leur turpitude morale. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent quelque chose de différent. Je m'attends à ce que les gens comme moi, qui avons dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, qui avons dit que... Enfin, citez tous les versets là. Je m'attends à ce que notre comportement soit un peu différent. C'est tout. Donc, que nous soyons des agents de justice et d'équité. Ainsi, nous allons glorifier Dieu qui nous a appelés à le connaître véritablement. Bon, ça peut être un autre indicateur d'arrêt ici. Si c'est cela, excusez, mais écoutez d'abord. Je veux enraciner ça en disant ceci, et c'est pourquoi je l'ai écrit. La justice dans une nation ne saurait se réduire à un rattrapage quel qu'il soit.
Je vais répéter ça. Parce que, enfin, on a ça au Burkina aussi, hein. Ah, il faut que nous aussi, nous... Bon, non. Donc, je répète, la justice dans une nation ne saurait se réduire à un rattrapage, quel qu'il soit. Si c'est ça, il n'y aura jamais de justice. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rattraper. Demain, les autres vont faire quoi? Et ça va finir quand? Ah, et cela, ça arrivera quand? Donc, ce sera difficile. Arrivons vers la fin maintenant, en essayant de nouer la gerbe. Quel est ce que nous devons faire pour contribuer à un avenir différent en ce continent? L'argument principal que j'ai mis devant vous, c'est d'abord que nous ayons les yeux grands ouverts, que nous comprenions l'état actuel du continent, gangréné de l'intérieur, mais que cela ne devrait pas nous frustrer de telle sorte que nous soyons paralysés. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi je ne pas, même si j'ai dit beaucoup de choses là-dessus, je ne veux pas que vous reteniez ça. Ce que je veux que vous reteniez, c'est l'Évangile a la force de transformer. Et la transformation de l'Évangile commence par ceux qui se réclament de l'Évangile. C'est-à-dire nous. Bon, j'ai ici quelque chose que quelqu'un a écrit, que je voulais citer, et puis pour vous dire, c'est quelqu'un, il a écrit en 2014, 2014, Amadou Eliman Khan, un Sénégalais. Il parle d'intégrité politique, pierre angulaire de la Renaissance africaine. Il dit au XXIe siècle, il n'est plus acceptable de voir à la tête des États africains la corruption, le népotisme, l'impunité, et d'agir comme si cela était tout à fait normal. Ces pratiques immorales et injustes sont tellement courantes que si l'on y prend garde, on ne prend plus garde. Et cela est grave car elles se banalisent. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ça, ce sont des bonnes paroles. C'est tout. Ce sont des paroles. C'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qui fait que les gens se comporteront différemment? Qu'est-ce qui ferait en eux qu'il y ait intégrité? Puis ça n'avance pas, ça ne peut pas avancer. L'intégrité se fait parce qu'il y a un désintéressement personnel. Et ça ne peut venir que d'une transformation qui n'est pas simplement faite de paroles, de bonnes paroles et de revendications de ce genre. Donc l'Évangile. L'Évangile est puissance qui peut transformer, mais cette transformation commence par nous.